Donc bonjour à tous et merci aux organisateurs de nous permettre d'être aujourd'hui ici tous ensemble et de parler de data science, c'est-à-dire ce qui se passe après la donnée. Donc les données, vous le savez, aujourd'hui sont devenues l'or noir et donc il y a une ruée vers l'or qui s'est produite déjà, qui a commencé il y a déjà quelques temps. Et donc les enjeux pour les nouveaux venus sont d'une part effectivement de valoriser leurs propres données et de se protéger du pillage, puisque aujourd'hui, en la place, il y a quand même des institutions, on peut parler même d'institutions, effectivement, qui sont capables de raser des montagnes entières à coups de bulldozer. Donc, pour se protéger du pillage, eh bien, il y a la bonne vieille méthode du sarcophage, de la chambre forte, de la chambre secrète. Il y a fort longtemps, il y en a qui ont essayé, et finalement, ça ne s'est pas super bien passé. Et il y a peut-être une autre solution qui consisterait finalement à répondre au premier enjeu, à savoir extraire la valeur des données pour qu'elles n'attirent plus les convoitises. C'est-à-dire, une fois qu'on a extrait la valeur des données, les données n'intéressent plus personne. Non? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Globalement, on ne sait pas. Bon, si on est à peu près d'accord sur le pourquoi, on a pas mal avancé. Mais au-delà du pourquoi, des objectifs, eh bien, il y a le comment, il y a la faisabilité, le comment qu'on fait, quoi, tout simplement. Donc, comment passe-t-on des données brutes aux données raffinées? Comment utilise-t-on l'intelligence artificielle? Et finalement, comment peut-on dessiner notre propre avenir? Donc au commencement était la loi de Moore, ou plus précisément la seconde conjecture, il y a une faute, la conjoncture c'est autre chose, donc la seconde conjecture de Gordon Moore, qui en 1975 nous annonce que le nombre de transistors gravés sur le silicium des microprocesseurs doublera tous les 2 ans. Jusqu'en 1990, cette conjecture s'est parfaitement vérifiée, au point que tous les industriels du silicium se sont mis d'accord pour faire de cette loi un objectif et de le respecter. En revanche, à partir de 2004, on commence à se heurter aux lois physiques. Premièrement, la diminution de l'entropie informationnelle entraîne l'augmentation de l'entropie physique. En gros, ça veut dire un microprocesseur, ça calcule et ça chauffe. Par ailleurs, on observe que malgré l'augmentation croissante de la complexité, c'est-à-dire de la densité de transistors sur les microprocesseurs, la performance de ceux-ci subit une sévère inflexion. Donc, la complexité n'est plus corrélée à la performance. C'est l'une des définitions de l'usine à gaz. Un peu plus loin, en 2030, on sera capable de graver un transistor sur 3 nanomètres, c'est-à-dire 10 atomes. À cette échelle, les électrons commencent à adopter des comportements aléatoires. Ils suivent des lois quantiques. Et puis, de toute façon, on se doute bien qu'à un moment, on ne va pas finir par couper les atomes en 4. Quoique. Avec l'une des approches du microprocesseur quantique, dite spin qubit, un électron devient un transistor. Seulement, attention, aujourd'hui, un microprocesseur quantique fonctionne à moins 269 degrés dans l'hélium liquide et il a la capacité de calcul à peu près d'une orange givrée, si vous voyez ce que ça peut représenter. Quittons l'univers du silicium et ses limites pour nous intéresser à la croissance de l'univers digital. Cette croissance n'est plus linéaire, comme dans le cas de la loi de Moore, mais elle est exponentielle. En 2015, le web a stocké 7 zétaoctets de données, donc c'est-à-dire 7000 milliards de gigabytes, ce qui représente à peu près 1,5 milliard de fois le contenu de la Bibliothèque nationale de France, uniquement pour l'année 2015. Donc le big data existe, je l'ai rencontré. Donc nous avons vu le big data, effectivement, c'est des grands volumes, mais c'est également de la vitesse. Donc c'est des données qui sont acquises en flux continu, avec des données qui sont acquises quasiment en temps réel et qui peuvent se périmer en quelques secondes, voire microsecondes dans le monde de la finance. The Internet of Things, donc l'ensemble de ces objets connectés, constitue aujourd'hui, et c'est amené à grandir, une importante proportion de ce big data. Le big data, c'est également de la variété. Donc les données ne sont plus seulement des chiffres, c'est également du langage naturel, écrit, parlé, c'est des images fixes, animées, et plus globalement des signaux complexes comme le son, mais pas que. Et surtout, le big data, c'est un changement de paradigme des modèles économiques, à savoir que les données sont devenues une ressource stratégique. Donc cette prise de conscience date des années 80 avec Walmart, c'est pas neuf, mais néanmoins aujourd'hui ça s'est répandu. Et ces données sont une ressource stratégique, donc il y a une course à l'accumulation, on accumule, mais seulement aujourd'hui, on estime que seulement 25% des données sont exploitables et moins de 3% sont exploitées. En revanche, ces données constituent une aubaine
pour nourrir les intelligences artificielles et permettre leur développement. Alors, pourquoi 25% des données sont exploitables en l'état? Eh bien, par exemple, prenons 3 carottes plus 2 carottes, ça fait... Wow, je vois que le niveau de maths est bon, on va complexifier un tout petit peu, un chouïa, 5 carottes, effectivement. Si maintenant je fais 3 carottes plus 8 radis, ça fait... Eh oui, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'addition tant que tous les termes de l'opération ne parlent pas de la même chose. Donc il faut que tout le monde parle de la même chose. C'est ce qu'on appelle la standardisation et ou la normalisation. Et ça constitue 80% du job d'un data scientist. Alors le data scientist, c'est un feignant, donc quand il peut, il essaye de refiler ça à l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas toujours possible. Et c'est une tâche qui est incontournable, parce qu'il y a une limite à la data science, qui est le garbage in, garbage out, que l'on pourrait traduire gentiment par « si vous analysez du déchet, vous obtenez du déchet ». Il y a une traduction un peu plus imagée que je vous laisse deviner par vous-même. Mais une fois que l'on parle de la même chose, encore faut-il savoir de quoi l'on parle. Et là, ce sont les connaissances métiers qui permettent de remettre du contexte autour de la donnée. Et donner du sens, c'est également donner un sens, une direction, où on va avec ces données. Et c'est ce tout. Et la définition de ce tout est primordiale dans la définition d'un projet de data science, parce que la data science n'est efficace que si elle répond à une question précise. Donc tout projet de data science commence par se poser cette question qui se décline finalement en 3 questions. Quelle est la question à laquelle je veux répondre? Qui est intéressé par la réponse? Combien est-il prêt à investir pour obtenir cette réponse? Et ça, c'est absolument primordial parce qu'il faut que le data scientist ait une vision de ce tout, cet objectif, pour pouvoir converger. Et en effet, le data scientist aura à cœur... On m'a changé l'ordre. Je crois que l'ordre des diapos a changé, mais c'est pas grave. Si, c'est grave. Oui, ah bah c'est carrément changé. Donc ça, c'était... C'est pas grave. Je reviens un petit peu sur la standardisation et la normalisation pour dire que techniquement, c'est parfois une gageure technique. Par exemple, pour l'œil humain, et particulièrement pour l'œil de Veto, ces images parlent d'elles-mêmes, ou presque. En revanche, pour une machine, c'est extrêmement difficile de passer de l'image au concept. Là où l'intelligence artificielle est bonne, est efficace, c'est quand elle dispose de plusieurs informations qui décrivent la même chose. Alors du coup, je reviens en arrière, voilà. Donc une fois qu'on a donné un sens aux données, une direction, eh bien, il faut faire converger ces données vers cet objectif. Et finalement, ce n'est pas tellement facile parce qu'on s'aperçoit en cours de route que cette vision qu'on avait de l'objectif, ben, c'est une vision un peu floue. Elle est amenée à changer. Et donc, pour converger, eh bien, la seule chose qu'on sait, hein, finalement, c'est que c'est jamais la ligne droite le plus court chemin. Donc, d'emblée, on adopte une démarche circulaire, une démarche itérative qu'on appelle le test and learn. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la roue de Deming parmi vous, le PDCA. Non, même pas. Bon, peu importe. C'est une démarche itérative aussi utilisée dans l'industrie. Il y a une grande particularité des projets de data science, c'est que le flou, les incertitudes, l'inconnu nous accompagnent quasiment jusqu'au bout. Tant qu'on n'a pas la solution, on est dans le flou. Donc il faut savoir gérer ces incertitudes et cette démarche itérative nous y aide, à condition évidemment de définir en début de projet un écart toléré entre l'objectif voulu, qui va bouger, c'est déjà compliqué, et le résultat obtenu à chaque itération, parce que sinon, forcément, si on ne peut pas sortir du cycle, on va tourner en rond longtemps, quoi. Alors, une fois que nous avons nos données raffinées, que nous avons un peu de méthode, on va s'intéresser à l'analyse. Et c'est là qu'on peut commencer à parler d'intelligence artificielle.
Donc on entend parler de machines, de microprocesseurs, d'algorithmes, d'inference engine pour les systèmes experts, de machine learning. Mais au fond, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle, c'est ça. C'est un ensemble d'algorithmes qui sont basés sur un fondamentalisme statistique et mathématique qui permettent de répondre à des problématiques ciblées et particulières. Alors, il est important d'avoir une connaissance globale de l'ensemble de ces outils parce qu'il y a une autre limite à la data science que l'on appelle le no free lunch, que l'on pourrait traduire par pas de bras, pas de chocolat. C'est-à-dire, il n'y a pas une méthode miracle qui vous permette de répondre à l'ensemble des problématiques. On est obligé d'aller piocher à droite, à gauche, les outils qui nous conviennent, et en plus, il faut les adapter à nos propres besoins en y mettant les mains directement dedans. Maintenant, nous savons ce qu'est l'intelligence artificielle. Eh bien, à quoi ça sert? Alors, si on considère l'intelligence artificielle comme ce qu'elle est actuellement, à savoir une discipline terriblement empirique, eh bien, il est difficile de définir a priori le périmètre de ses utilisations. En revanche, on peut observer ce qui marche. C'est ce qu'on appelle des cas d'usage. Et aujourd'hui, ces cas d'usage sont extrêmement nombreux, extrêmement variés, et leur classification, finalement, n'est pas triviale. Donc, la classification que je propose ici est tout à fait personnelle et n'engage que moi. Elle a juste le mérite d'être simple. Le premier bloc, finalement, c'est le bloc le plus important puisqu'il est à la base, nous l'avons vu, de tout projet de data. C'est le traitement, le pré-traitement des données. Si l'on considère un objet connecté d'aide au diagnostic, il est équipé de capteurs, ces capteurs émettent des signaux, mais ces signaux, il faudra les nettoyer et il faudra pouvoir les transformer pour les intégrer à l'analytique globale. La part belle de l'intelligence artificielle, bien sûr, ce sont ces fameuses prédictions, donc qui servent plusieurs domaines. On y retrouve bien sûr la médecine, avec la médecine prédictive, préventive, personnalisée, basée sur les preuves. Et le champ d'application dépasse même largement celui de la médecine ou même de l'épidémiologie, puisqu'en général, il rencontre le segment business. Des exemples estimés, nous l'avons vu avec Oxane, je crois, mais avec un peu plus de data science et de données, du coup, estimer le budget prévisionnel pour la prise en charge d'une pathologie chronique, estimer quoi d'autre, plus classiquement, effectivement, le retour sur investissement pour l'acquisition d'un matériel et l'optimisation du moment de son remplacement, etc., etc. Et le troisième bloc, ce sont les automatisations. Donc ces automatisations, classiquement, c'est tout simplement refiler à l'intelligence artificielle des tâches de faible valeur ajoutée pour que l'humain puisse se consacrer à des tâches de haute valeur ajoutée. Parfois, haute valeur ajoutée, basse valeur ajoutée, ça se superpose. Imaginons un objet connecté qui permet de détecter la décompensation d'une pathologie chronique. C'est assurément de la haute valeur ajoutée pour le patient et pour le praticien qui peut intervenir précocement en dehors d'un contexte de précipitation. Quel que soit le cas d'usage, quel que soit le projet de data science, le projet se conclut toujours par l'activation des données, qui en général est de la visualisation. L'activation des données consiste à générer de l'information. Cette information permet d'appréhender la complexité présente et ou future. Cette complexité étant la plupart du temps dynamique, il est logique que la visualisation le soit aussi. Mais les données, l'intelligence artificielle, la méthode ne suffisent pas pour faire aboutir un projet de data science. La data science, un projet de data science s'inscrit dans une dynamique d'innovation. L'innovation, c'est la nouveauté. La nouveauté, eh bien, c'est renoncer. La nouveauté est souvent accompagnée de peur, d'incompréhension. Et la nouveauté, surtout, c'est savoir renoncer à une partie de son confort actuel pour aller rejoindre le futur émergent qui nous attend derrière la porte. Mais pour passer la porte, on ne peut pas tout emporter. Il faut pouvoir renoncer finalement à certaines de ses habitudes. Mais tout le monde n'est pas disposé à renoncer à ses habitudes. C'est l'instinct de conservation qui finalement marche pas trop mal au niveau individuel, mais qui limite les mutations collectives. Cet instinct de conservation est toujours à l'origine de freins et de résistances normales qui accompagnent un projet d'innovation. À l'inverse, il y a des moteurs
des opportunités. Par exemple, eh bien, la pénurie de ressources humaines dans la profession vétérinaire pourrait être un moteur, une opportunité pour réapprendre, disons, modifier notre façon d'exercer et surtout d'échanger. D'après Otto Scharmer, auteur de la théorie U, l'échange se décline en 4 niveaux. Le premier niveau, c'est celui du reproduire. En gros, c'est reproduire les erreurs du passé au nom du conformisme. En général, les organisations étatiques sont assez représentatives de cette chose-là. Ensuite, il y a le débat, la confrontation d'idées. Dans le débat, chacun assène ses convictions à l'autre et il faut qu'il y ait un gagnant, un perdant. Avec le troisième niveau, c'est celui du dialogue. Et là, on rentre en phase d'ouverture. Il n'y a pas de perdant, il n'y a que des gagnants. Donc pour ça, il faut être capable d'écoute globale, d'écoute bienveillante, et il faut être capable de remettre en question ses propres convictions, ses croyances, ou tout au moins ce que l'on croit savoir. Et le dernier niveau, c'est celui de la pleine conscience collective, qui permet ensemble d'appréhender le futur émergent dans toute sa complexité, et de manière systémique. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, au cours de ces... Ça ne marche pas. Voilà, c'est ici. Au cours de ces développements, est arrivée à ce 4e niveau d'échange. L'enjeu des années à venir, principalement, est la capacité de l'humain à arriver à ce 4e niveau d'échange. Voilà, ce voyage dans le monde passionnant de la data science s'achève ici. J'espère seulement ne pas vous avoir noyé et je vous remercie de votre attention.